Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un peu de nature, car on va voir une créature qui a été découverte il y a longtemps, mais qui a été remise au goût du jour plus récemment. Créature qui a été surnommée le blob. Alors le Physarum polycephalum, donc qui a été surnommé le blob, est une espèce unicellulaire de la classe des Myxomycètes. Cette espèce vit à la litière du sol des milieux forestiers frais et humides. Physarum polycephalum donc n'a pas de forme précise. Bien qu'il n'ait pas été céphalisé, donc il ne possède pas de cerveau, il est pourtant bien doté d'une certaine capacité d'apprentissage. Par exemple, d'après une étude d'une équipe de l'université Toulouse 3 Paul Sabatier, le blob est capable de choisir le régime le plus adapté à son métabolisme. Sa couleur va dépendre de l'espèce, car la classe Myxomycète comprend plus de 1000 espèces, sauf que nous on va juste se focaliser sur le Physarum polycephalum. Et donc cette espèce là est généralement jaune et va se nourrir de tout ce qui est champignons, bactéries ou micro-organismes. Il possède un génome, donc c'est ce qui est l'ensemble du matériel génétique d'une espèce transcrit dans son acide désoribonucléique, donc que l'on appelle aussi ADN, et qui, pour le blob, en fait son génome est partiellement séquencé. Fait qui est assez surprenant et qui amène des études à son encontre sur l'édition biologique. D'ailleurs, autre fait intéressant, le blob sécrète un mucus lui permettant de ne pas s'assécher et qui a également un rôle répulsif qui lui évite d'explorer 2 fois la même piste. Niveau morphologie, le blob est principalement constitué de plasmome que l'on peut aussi appeler plasmodium. Un plasmome est une masse de cytoplasme molle et déformable, sans paroi squelettique, dans laquelle le noyau s'est divisé un grand nombre de fois sans qu'il y ait eu de cloisonnement par des membranes plasmiques. Le cytoplasme, quant à lui, désigne le contenu d'une cellule vivante et la région comprise entre la membrane plasmique et le noyau d'une cellule eucaryote. Donc son rôle au plasmodium, c'est d'entourer sa nourriture et de sécréter des enzymes pour la digérer. Quand les réserves alimentaires sont épuisées, le plasmode entre alors en phase de reproduction par méiose. Globalement et de manière simplifiée, les spores vont se former grâce à une méiose, donc qui est la division cellulaire. Les sporocytes, quant à eux, vont faire les spores à l'air libre afin que les spores puissent être dispersés par le vent. De manière très inédite, les spores peuvent germer à même l'individu lorsque des conditions environnementales sont favorables à ce développement qui s'appelle le stade mobile. Par ce développement, les cellules fusionnent ensuite pour former un nouveau plasmode. La fusion n'a alors lieu que si les Physarum polycephalum sont de types sexuels différents, ce qui a de grandes chances de se produire puisqu'il en existe 221. Alors maintenant, comparons un peu cet individu à nous. Alors d'un côté, donc, nous avons le blob. Nous avons le blob qui possède une taille qui peut aller jusqu'à 30 mètres carrés, qui possède une cellule avec 40 paires de chromosomes pour 34 000 gènes. Son origine historique a au moins 500 millions d'années. Niveau reproduction, il possède 221 types sexuels différents. Sa longévité est assez mal connue. Actuellement, il a la réputation d'être immortel. D'un autre côté, nous avons l'Homo sapiens sapiens, donc qui possède une taille qui peut aller jusqu'à 2,51 m, record du monde par le sultan Kösen. Cette espèce possède un nombre de cellules à environ 30 000 milliards, pour 23 chromosomes et 20 000 gènes. Son origine historique remonte à 6 à 7 millions d'années, et possède 2 types sexuels différents. Sa longévité est aux alentours des 80 ans, et sa vitesse maximale est de 37 km/h, donc vitesse d'Usain Bolt. Niveau métabolisme, je vais juste reprendre un petit point de sa biologie. Le mode de déplacement du blob est lié à un courant cytoplasmique appelé shuttle streaming. Ce shuttle streaming est donc caractérisé par un changement de direction avant-arrière lié à un flux de cytoplasme. Cette espèce peut donc avancer à une vitesse de 1 cm/h. Concernant son intelligence, cette notion doit être prise avec des pincettes. Le communiqué de presse initial ne cite qu'une capacité d'habituation face aux contraintes de l'expérience. Une étude démontre que Physarum polycephalum peut résoudre des problèmes complexes mettant en jeu plusieurs sources de nourriture. Pour ce faire, les chercheurs déposent l'organisme sur une surface où sont déposés des points de nourriture représentant les différentes villes de la région de Tokyo. Le blob crée alors un réseau optimisé entre les sources de nourriture en reliant de la manière les plus efficace les différentes stations. Une équipe de chercheurs japonais et hongrois considère que Physarum polycephalum est capable de se déplacer dans un labyrinthe d'agar-agar en identifiant le plus court chemin possible quand 2 morceaux de nourriture sont placés à chaque entrée. En réalité, Physarum polycephalum
parcourt tout le labyrinthe et persiste uniquement sur le chemin le plus court. Le parc zoologique de Paris met en avant que même dépourvu de neurones et de cerveau, il s'habitue, anticipe, mémorise, bref, montre des comportements intelligents. Et que même si ni l'intelligence ni les capacités cognitives ne sont mesurables à celles du cerveau, on peut évaluer certains comportements qui en découlent, comme les aptitudes à apprendre, mémoriser, résoudre des problèmes, partager un savoir avec ses congénères, bref, faire preuve d'une conscience individuelle. Cette mise en avant est accompagnée avec une comparaison interespèces. Par exemple, comme dit préalablement, le blob est capable de trouver le chemin le plus court dans un labyrinthe. Le dauphin, pour autre exemple, se reconnaît dans un miroir, ce qui témoigne de sa conscience de soi. Le coton, pour prendre l'exemple d'une plante, en émettant des substances volatiles, le coton avertit les plants voisins de l'attaque de chenilles. Pour revenir avec les animaux, les fourmis tisserandes, en synchronisant leurs efforts, elles plient les feuilles pour y installer leur nid, faisant preuve d'une intelligence collective. Et pour ce dernier exemple, nous avons le corbeau calédonien qui fait un lien à cause à effet, donc en plaçant des pierres dans l'eau, qui fait monter le niveau de l'eau et donc la nourriture avec. Cet exemple, je l'avais déjà cité avec la légende de la corneille dans l'épisode sur la corneille noire. Le blob peut présenter des comportements très étonnants que la science n'arrive pas encore totalement à expliquer. Par exemple, le CNRS a remarqué que le blob arrive à mémoriser et transmettre à ses congénères des informations en fusionnant temporairement avec eux. Le hic encore, c'est qu'on ne sait pas encore comment ces informations sont transmises. Alors même si cette espèce était connue auparavant, c'est en 1822 donc qu'il a été scientifiquement décrit par le mycologue états-unien Lewis David von Schweinitz, et c'est en 1973 qu'il a été scientifiquement, et même à la une, remis au goût du jour. Alors après, niveau recherche, le mécanisme de déplacement et comportemental de manière plus générale sont étudiés lors de la fabrication de robots hexapodes qui fuient la lumière pour se cacher dans des zones d'ombre. Par exemple, des chercheurs de l'université de Southampton font pousser l'organisme sur une surface en étoile à 6 branches au-dessus d'un circuit qui le connecte à un robot via un ordinateur, et lorsque le blob est exposé à la lumière et qu'il tente de se rétracter, son mouvement est enregistré par le circuit qui le retransmet aux pattes du robot, donc qui va s'éloigner de la surface lumineuse, reproduisant alors de façon mécanique et apportant donc des réponses biologiques de cette espèce. Pour prendre un autre exemple, Andrew Adamski, donc de l'université de Bristol, montre comment il est possible d'orienter un plasmode en utilisant la lumière ou des sources de nourriture. Dans la mesure où des plasmodes réagissent toujours de la même manière aux stimuli, M. Adamski suggère que Physarum polycephalum constitue un modèle idéal pour de futurs outils de bioinformatique. Nous allons reprendre l'histoire en 1973. Dans le jardin d'une Texane se dénommant Mary Harris, alors qu'elle vaquait à ses occupations, celle-ci se trouva nez à nez avec une énorme masse jaune spongieuse. Pour s'en débarrasser, elle la découpa aussitôt en morceaux, mais 2 jours plus tard, elle se rend compte avec horreur que la créature s'est régénérée et a même grossi. Elle essaie alors de l'empoisonner, tandis que son mari tente de son côté d'exterminer l'étrange créature à coups de pelle. Mais rien n'y fait. La chose ne cesse de se régénérer et même de s'agrandir. Mary Harris appelle alors les pompiers ainsi que la police, et alors que les pompiers tentèrent de la détruire avec leur jet d'eau à haute pression, les policiers quant à eux tirèrent dessus. Même dans la plus piteuse des états, la créature jaune se régénéra à chaque fois, jusqu'au jour où elle disparaissa sans laisser de traces. Et vous vous doutez bien qu'une anecdote pareille a intrigué fortement les chercheurs, qu'ils soient au Japon, en Australie ou même en France. Et comparé par exemple à l'homme papillon, où là on n'avait pas de preuves concrètes, là les personnes l'ont vu, les personnes ont tiré dessus, ont mis un jet d'eau, enfin voilà. Là il y a vraiment une preuve concrète. Son nom binominal est Physarum polycephalum, donc c'est un mélange de grec et de latin, signifiant littéralement petite vessie et à plusieurs têtes. Au XXIe siècle, ce myxomycète a été surnommé le blob en référence au film de science-fiction The Blob d'Irving S. Wentworth Jr. Ce film, donc sorti en 1958, a pour protagoniste central un extraterrestre géant et gluant qui grossit en avalant les habitants.
il fut un vrai casse-tête à classifier, que ce soit avec sa morphologie ou son mode de reproduction qui s'alignait totalement avec les champignons, mais c'est en 1970 qu'ils se sont aperçus que sa biologie, en plus de sa manière de se nourrir, était plus alignée aux protistes qui ont une biologie un peu plus primitive et un peu plus parfois atypique, voire compliquée à classer. Alors actuellement et depuis 2015, cette espèce a été classée chez les amoebozoaires parmi les mycetozoaires. Je tiens quand même à préciser que cette espèce, comme toute autre espèce, n'est pas à l'abri d'un changement d'être classée. Alors en octobre 2019, cette espèce fait son entrée au parc zoologique de Paris et il n'est pas confié aux soigneurs animaliers mais aux jardiniers. Pourquoi me demanderez-vous? Tout simplement parce que cette espèce se cultive plutôt bien en culture in vitro où juste un morceau de papier humide avec des flocons d'avoine suffisent. Et c'est une espèce qui est très utilisée pour certaines études, certaines recherches. Alors j'espère que cet épisode sur le blog vous aura plu et je vous dis à la prochaine.